Bonjour à tous, Jérôme Brun, je suis directeur de l'école. Je fais un tout petit mot uniquement pour vous souhaiter la bienvenue. C'est déjà remercier l'ensemble des participants donc, en présentiel, dont certains qui sont venus de très loin ou de plus proches, mais la qualité est là dans tous les cas. Et puis à toutes les personnes qui sont là à distance. Donc, l'école poursuit aujourd'hui avec ces rencontres autour des thématiques finalement de l'innovation pédagogique, qui nous semble être extrêmement importante. Pourquoi? Parce que nos populations d'élèves, je pense que tous ceux qui sont confrontés à la formation et à l'enseignement de manière large le constatent, changent, que leurs attentes et surtout leur façon de fonctionner changent. Donc, nous avons forcément raison, c'est forcément à nous de nous adapter. Ça, c'est le premier enjeu. Et puis, sur ces sujets-là, qui sont des sujets neufs, il y a des choses qui commencent à se faire, mais il nous semble extrêmement important, on en a discuté aussi tout à l'heure, de se placer sous une logique d'échange et de partage. Voilà. Par définition, sur un sujet neuf tel que celui-ci, prétendre avoir la connaissance absolue universelle, certainement totalement utopique, et puis c'est pas souhaitable, et puis c'est pas ce que l'école fait en général. Donc d'où ces idées de pouvoir continuer, hein, certains d'entre vous étaient déjà présents à des événements précédents organisés par l'école autour de l'innovation pédagogique. Merci encore une fois d'être présents aujourd'hui. Et de continuer de persévérer et de pouvoir aller un petit peu loin dans ces sujets-là. Voilà. Et puis dans l'espoir, bien sûr, qu'ensuite, on puisse commencer à mettre en place des choses très concrètes, encore une fois, au profit des élèves qui nous attendent. Voilà pour ce mot d'introduction. Je vous souhaite plein de bons échanges. N'hésitez pas à intervenir. Il faut que ce soit le plus riche et dynamique possible, ce dont je ne doute pas. Merci, bon après-midi à tous et puis bonne journée aussi demain. Ouais, merci à vous. Merci. Je rappelle. Voilà. Marie, un mot aussi pour accueillir nos... Je ne vais pas être très longue. Merci à tous de vous être déplacés. Bienvenue. Et puis, pour vous dire qu'on a prévu une journée et demie assez riche avec divers temps. Fabrice va vous donner le programme plus détaillé tout à l'heure, hein, des conférences, des ateliers, des stands. Il y en aura pour tous les goûts. Aujourd'hui, on est plus sur une demi-journée destinée aux enseignants de toute école, centre de formation, institut, lycée et autres. Demain, on ouvrira nos portes aux élèves parce que si on veut avancer, il faut avancer avec eux. Donc, ça va être bien demain aussi de les entendre et de définir avec eux où on va et comment on y va. Et le matin, ça sera plutôt l'après-midi. Et demain matin, on aura des stands, là aussi, avec des propositions d'outils et de dispositifs qui vont pouvoir nous aider, nous accompagner. Voilà, mais c'est vrai que c'est une journée et demie pour vous, pour nous, enseignants, pédagogues, pour nous faciliter la vie et améliorer nos pratiques. Et pas de nuages de mots. Pas de nuages de mots. Aussi, tu peux toujours, là, ils sont sages. Je sais rien, c'est une plaisanterie. C'est pas du tout par interne. Bonjour, Rudy. Vous êtes là? Ceux qui arrivent en retard, il faut les mettre à l'avance. C'est partie du centre pédagogique. Comme les élèves, ceux qui arrivent en retard, ils viennent devant. Bienvenue à tous. Quelle joie, quel bonheur de vous accueillir à Builders pour cette jour et demi. Vous avez le programme sous les yeux. On a beaucoup travaillé pour essayer de vous proposer un programme qui puisse convenir à vos attentes, à vos envies. Mais en même temps, c'est peut-être un peu trop facile quand on connaît des gens de qualité qu'on peut inviter, qu'on peut solliciter, des gens avec qui on partage des valeurs sur la pédagogie, sur la didactique, peut-être même des valeurs plus profondes sur des valeurs de société, sur comment les gens devraient être ensemble, sur comment, qu'est-ce que c'est d'apprendre, comment on apprend aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'être ensemble. Et c'est ce qu'on va voir à travers ces 2 jours et demi. Le thème général, c'est le changement de posture, donc l'adaptation. Regardez ça. Donc notre première conférencière tout à l'heure, ce sera Daniel Alexandre. Elle nous parlera de cette question de changement de posture. Demain, on aura une intervention de Nathanaël Valenors sur la résonance. Il va nous parler, encore une fois,
de cette transition de l'humanité de l'Holocène, l'homme qui passe de l'Holocène à l'Anthropocène, et ce que ça change pour l'humanité, ce que ça change pour les hommes. Mais aussi rapprocher ça à ce concept de résonance. L'acte d'enseigner, c'est créer des lieux communs dans le bon sens du terme, du coup, et raisonner ensemble. Jean-Luc Berthier nous parlera tout à l'heure de ce que ça change d'être un homme et de comprendre comment ça marche le cerveau. Donc, ce que ça change chez l'homme, ce que ça change chez l'apprenant, ce que ça change chez l'enseignant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant qu'on commence? On est ensemble jusqu'à 18h, on aura un after-work de 17h à 18h. Ça, c'est le programme des ateliers. Certains sont déjà inscrits sur les ateliers. Pour les autres, on prendra un temps pour vous présenter rapidement ces ateliers et vous laisser le temps de vous inscrire entre les conférences de Daniel et de Jean-Luc. Autre temps fort, ce sera le forum ouvert demain. C'était le programme de jeudi. Donc demain à 10h, le forum ouvert. On a un certain nombre d'intervenants qui vont nous permettre de nous poser cette question de cette tension qu'il y a entre peut-être la nature, ce que c'est que être ensemble, apprendre ensemble, coopérer à travers des escape games, à travers des gaming labs, et puis la tentation technologique. Est-ce que la technologie fait de nous est-ce que ça nous déshumanise ou est-ce que ça fait de nous, ça nous donne de super pouvoirs? Donc, vous aurez l'occasion de tester par vous-même des imprimantes 3D, des écrans tactiles, d'autres solutions avec leurs inventaires, leurs promoteurs, leurs utilisateurs. Il y a d'autres ateliers, il y a d'autres temps, si je reviens sur les ateliers, où là, vous pourrez vous intéresser à ce que l'IA a changé, à ce que les pédagogies actives peuvent changer. On aura un escape game aussi proposé par l'école de management de Normandie. On aura des classes agiles, classes actives, tout ça dans le couloir. Voilà, on vous représente ça tout à l'heure. C'est pas le bon support de formation. C'est pour ça que je n'y arrive pas. 30 secondes. J'avais fait une slide pour vous présenter Daniel, mais je n'ai pas, tant pis, on va faire ça plus simplement, on va faire court, bien sûr. Alors. C'est court, c'est dire. Transition immédiate, Daniel Alexandre, auteur des anthologies des textes clés en pédagogie, enseignante engagée, chercheuse, formatrice de formateurs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? Retraitée? Ça suffit. Est-ce que je suis retraitée aujourd'hui? Je ne sais pas. Non, juste allez. Je vais vous donner le micro. Merci d'être avec nous. On vous écoute pendant 40 minutes et puis on se donne 20 petites minutes pour lui poser des questions. On profite de votre présence ici, Daniel. Voilà, merci. Donc, juste un petit mot sur ce tableau de Garouste. C'était une expo à Beaubourg l'automne dernier, juste parce que ce personnage à droite de l'écran, avec les mains qui désignent l'envie d'aller dans un sens et ses pieds qui vont à l'opposé en arrière, me semble une très belle métaphore du métier d'enseignant. Et on en reparlera. Alors, Jean-Luc nous prête ça s'appelle, si vous préférez. Oui, bah, ça va, c'est le problème des gauchers. Le problème des gauchers. C'est le problème des gauchers, et voilà. Le monde est prévu, mais ça va, je m'en suis remis. Bon, donc, la source je vais vous présenter des travaux de recherche sur les gestes professionnels dans la classe. Ce sont des travaux, donc je vois l'ouvrage de référence le plus récent et disons le plus agréable à consommer, qui font le compte rendu de ces travaux de recherche. La méthodologie, c'était d'enregistrer des séquences de classe et ensuite de les décoder de façon complètement exhaustive à la seconde près pour observer ce qui se passe
quand l'enseignant est face à ses élèves. Alors, je prends le mot classe et le mot élève au sens générique, c'est-à-dire quel que soit l'âge des élèves. À l'origine, ces travaux de recherche ont été donc élaborés à partir de l'observation du terrain. J'insiste, ce ne sont pas des chercheurs qui ont imaginé le joli schéma que je vais vous présenter, mais ils sont partis du réel et ils ont essayé de comprendre ce réel. Au départ, le corpus était donc primaire et secondaire, mais depuis longtemps, on l'a validé pour tous les moments de la scolarité, y compris le supérieur. Donc, ça aboutit à un modèle théorique, un simplex, comme on dit, c'est une façon simple de représenter le complexe, l'enseignant dans sa classe. Et ça aboutit donc à ce qu'on appelle le modèle du multi-agenda. Ce sont des travaux menés à l'Université de Montpellier sous la direction de Dominique Bucheton. Donc, premier terme, les gestes professionnels, qu'entend-on par geste professionnel? Donc, un geste, c'est adressé à quelqu'un, donc il s'agit d'un geste langagier, des mots, mais aussi tout ce que le corps de l'enseignant peut dire. Donc le geste est langagier, non langagier. Il est adressé dans un but précis, didactique ou éducatif. Il est supposé être compris, ce qui suppose une culture commune de la classe. Et il s'ajuste, et ça c'est le point certainement le plus intéressant, à la situation et aux préoccupations qu'elle suscite. Donc, je vais vite pour laisser de l'espace pour les échanges, comme on nous l'a recommandé, et je vous présente directement à quoi on aboutit. Donc, une représentation schématique au centre de laquelle se situent les savoirs. C'est-à-dire que quel que soit l'âge des élèves, les savoirs sont au centre. Ils occupent un espace important central. Et je vais vous décrire un schéma en 4 pôles pour décrire ce que fait l'enseignant face aux élèves. Le premier pôle, c'est la question du pilotage des tâches. Tout enseignant doit gérer les contraintes de l'espace, du temps et de la situation. C'est très visible, tout enseignant a, surtout au début de carrière, une préoccupation majeure, piloter le timing, piloter la classe. Donc ça, c'est la partie très visible de l'iceberg. On en reparlera, mais c'est aussi gérer le matériel, les consignes et l'implication très variable, voire volatile, des enseignants, des étudiants. Je suis un lapsus. Deuxième pôle, très visible également, ce que l'on peut appeler de façon simple l'atmosphère de la classe, mais qui en réalité, quand l'atmosphère, on est sur la partie visible, je préfère le terme ethos de la classe. Ethos, c'est la même racine que éthique. C'est Bourdieu qui a décrit, qui a le premier à développer ce concept d'éthos de la classe, c'est-à-dire le système de valeurs intériorisées à partir duquel l'enseignant répond aux situations. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un concept extrêmement important. On peut aussi parler d'éthos professionnel, c'est-à-dire d'un positionnement qui est construit à partir des valeurs et des normes en jeu. Et d'une façon, cet ethos, il est visible, tout le monde sait que dès qu'on entre dans une classe, on est sensible que la classe de Monsieur X n'est pas du tout la même classe que Monsieur Y, et ça, c'est perceptible. Alors, derrière cela, il y a donc ces valeurs dont je parle, et donc, et ça, c'est la responsabilité de l'enseignant. Et donc, c'est à la fois créer et maintenir des espaces de dialogue avec les élèves, et c'est aussi sécuriser. Et là, j'y insiste, et sans doute que Jean-Luc nous en reparlera, c'est-à-dire qu'il est clair que pour bien apprendre, on a besoin d'être dans un espace hors menace.
je pense que tu nous en parleras, Jean-Luc. Et donc, atmosphère. Ces deux pôles sont assez visibles, donc je vais assez vite. Parce que j'aborde ensuite un troisième pôle, qui est ce qu'on a appelé le tissage, c'est-à-dire tous ces petits gestes, ces mots, qui donnent du sens à la situation et au savoir visé. C'est pas moi. Non, c'est moi. Oh. Je peux parler sans micro, c'est bon? Si vous préférez. Ah non, donc oui, il y a vraiment des interférences. On pourrait le tenter sans. Mais c'est sans micro. Allez. Troisième pôle, beaucoup plus problématique, parce que les observations de classe que nous avons faites montrent une chose terrible, c'est que le tissage, il est souvent absent, complètement absent, c'est-à-dire tout ce qui peut donner du sens à la situation et au savoir visé. Autrement dit, si je détaille, tout ce qui permet de faire des liens, tout ce qui permettrait aux élèves de faire des liens avec ce qu'ils savent déjà, ce qui a été fait avant, et puis se projeter dans à quoi ça va servir, que va-t-on faire de ce que nous étudions. Et constat terrible, dans certains cours, il n'y a aucun geste de tissage. À aucun moment, on est sur un fonctionnement clos des savoirs qui se justifient par eux-mêmes. Alors ça, c'est un point intéressant à réfléchir. Et quatrième pôle, le plus complexe, que j'ai gardé pour la fin, c'est la question de l'étayage. Alors ici, normalement, il y a des gens qui sont spécialistes du BTP, donc ça m'économise de développer la métaphore de l'étayage, mais c'est bien l'étai tel que vous l'utilisez en BTP, c'est-à-dire un étai sert à consolider une construction, mais lorsque la construction, enfin, à rendre, oui, c'est dans la phase de construction, mais l'étai disparaît. Et si je me trompe, vite rectifier, parce que c'est vraiment l'importance de cette métaphore. Quatrième série, grande famille de gestes professionnels de l'enseignant, c'est la question de l'étayage, c'est-à-dire de tout ce qui va permettre d'appuyer les apprentissages, d'aider l'élève à apprendre, à construire ses savoirs, comme on dit. Donc, tout ce qui aide à faire comprendre, à faire lire, à faire faire. Et cette question de l'étayage, on va s'y arrêter un petit peu plus longuement parce qu'elle est évidemment centrale. Quelle aide apportons-nous aux élèves, aux étudiants? Et évidemment, cet étayage s'ajuste constamment. Alors, le concept est issu des travaux de Jérôme Brunner, qui est un psychologue américain qui a théorisé ça dans les années 80. Et pour expliquer en dehors de la métaphore, ce que je viens d'expliquer, c'est l'effet sur les apprentissages. Et ce que là, ça donne ensuite sur les postures de l'enseignant. Comment je reviens en arrière? Parce que dites-moi, je reviens à la diapo d'avant, je suis allée trop vite. Voilà. Et pour illustrer ce concept d'étayage et les différentes postures d'étayage qu'on peut adopter, je vais emprunter la métaphore à Brunner, je vais juste la moderniser. Il prend l'exemple de la maman, alors fouillez dans votre mémoire de parents, il prend l'exemple de la maman, alors on va moderniser, on va dire la maman ou le papa, qui entend le bébé pleurer dans son berceau, et à partir de là, on a un certain nombre de réponses possibles. Bébé pleure dans son berceau, qu'est-ce qu'on peut faire? Donner un biberon. Par exemple. Voilà, vous faites une hypothèse, il a faim, et vous pouvez vous tromper. Parce que là, justement, alors oui, vous précipitez vous le laissez pleurer un petit peu, mais vous vous précipitez pour préparer un biberon. Donc, vous êtes actif. Sauf que, non, il ne voulait pas ce biberon. Il voulait, alors Brunner dit son hochet, on dirait, il voulait son doudou.
Bon, mais ça, c'est une situation d'enseignant. C'est-à-dire que vous pensez que l'élève, il a un biberon, moi là, je pousse un peu la métaphore, enfin, vous avez une hypothèse sur les besoins de l'élève. Oui, oui, il ne travaille pas assez, il fait trop la fête, il n'a pas révisé son cours, etc., etc. Et puis non, c'est pas ça. Et ça, c'est une vraie difficulté du métier, mais ça arrive. Bon, alors, le bébé, donc, voulait son doudou. Que faites-vous? Il pleure. Souvenez-vous, que faites-vous? Ben, vous lui donnez le doudou. Ben, deuxième solution. Oui, il ne sait pas faire, ben, effectivement, c'est un bébé, le doudou est loin, il ne sait pas faire, vous lui donnez. Qu'a-t-il appris? Oui, pardon, je n'ai pas bien entendu, mais je crois que c'est intéressant. Voilà, c'est ça. Alors, qu'a-t-il appris? Que s'il pleure, s'il crie, il aura ce qu'il veut. Et deuxièmement, sur le plan des apprentissages, qui sont quand même sacrément importants pour un bébé, rien. Parce que vous avez fait à sa place. Et ça aussi, ça, c'est une situation de l'enseignement. Et pourquoi alors la maman ou le papa sont-ils de mauvais parents? Parce qu'ils ont donné le doudou au lieu de... On n'a pas vu ce qu'on aurait pu faire d'autre, on va en reparler. Sont-ils de mauvais parents? Ben non, pourquoi? Ben, parce que c'est l'heure de partir travailler, qu'on est en retard, qu'il y a les autres petits frères et sœurs qui sont... Donc, ce geste-là, c'est juste qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, l'enfant n'a rien appris, sauf ce que vous disiez, monsieur, c'est-à-dire que si on crie, on aura, si on fait beau, voilà, on aura ce qu'on veut. Mais sur le plan des apprentissages purs, donc on est bien d'accord, il n'a rien appris. Et on le fait en classe, oui. Souvent, pour les raisons que vous dites, parce qu'il faut aller au plus vite, parce qu'il y a la pression, parce qu'il y a ce fameux pilotage là dont j'ai parlé très vite au début. Mais oh là là, il est cette heure-là, j'ai pas fait. Il faudrait que je lui explique. Au fait, que peut-on faire d'autre pour ce bébé qui veut son doudou? Alors, on se trompe ou on lui donne. Et autre solution, on lui apprend à le récupérer. Ben oui, comment? Ah ben, il est trop loin dans le berceau, c'est comme un petit. Ah voilà. Alors, vous rapprochez l'objet du désir, effectivement, vous le rapprochez et... On fait sonner. Ah oui, enfin, en tout cas, vous rapprochez. Vous ne donnez pas, vous rapprochez, vous le rendez accessible. Vous le faites entrer là dans ce que Vygotsky appelle la zone proximale de développement. Ben oui, là, juste, il est accessible. Mais vous n'oubliez pas une chose aussi, parce que oui, alors, et un grand moyen, et là encore, peut-être que Jean-Luc nous en parlera tout à l'heure, il y a quelque chose à ne pas oublier, c'est que si vous verbalisez, oui, vous verbalisez et vous l'encouragez. Ah, c'est que vous l'encouragez à récupérer, à faire des efforts pour qu'il récupère le doudou. Et là, évidemment, ça aussi, c'est une situation d'enseignement. On voit bien que là, on est sur une autre posture professionnelle, c'est celle qu'on nommera la posture d'accompagnement, c'est-à-dire rapprocher l'objet, le rendre accessible, mais ne pas le donner. Deuxièmement, encourager, aider, mais aider, et j'insiste sur le côté positif. Donc voilà, je décline. Alors, il y a une autre solution que vous n'avez pas envisagée. On le laisse pleurer. Ben oui, on ne fait rien. Et on se bouche les oreilles. Et éventuellement, oui, oui, et finir, mais on le laisse pleurer. Oui, ça aussi, je crois que c'est une situation de classe. Il y a une difficulté, ben oui, alors on ne se bouge pas forcément les oreilles, mais en tout cas, on ne fait rien. Et là, on a décliné les postures les principales postures de l'étayage, et donc faire à la... Alors, maintenant, je vais les nommer peut-être un peu plus... pardon, donc... Les postures d'étayage du professeur. Donc,
on peut maintenant, à partir de là, les nommer. Décidément, il faut que je revienne en arrière encore. Montrez-moi comment on revient en arrière sur le PowerPoint. Oui, c'est ça. Vous le mettre dans votre zone proximale de développement. Alors, Là. vous avez remarqué, mais vous illustrez complètement, il l'a fait à ma place, donc je n'ai rien appris. C'est magnifique. Mais bien entendu. On a répété ça. Ah ben oui, là c'était. C'était prévu. Oui, et tandis que là, il m'a montré. De gauche revient en arrière. Il m'a montré le bouton. Et voyez, comme je suis devenue une grande fille autonome. Alors, très rapidement, là, j'ai décrit 4 grands pôles de l'activité de l'enseignant. Je reviens un peu en arrière. Donc, une configuration, et pour quand même, je vous présente là en 5 minutes des années de travaux de recherche et d'observation et de décryptage de vidéos de classe, etc., etc. Mais en vérité, donc, on a là-dedans, on regroupe tout ce que fait l'enseignant dans sa classe en même temps, parce qu'éventuellement, il gère à la fois, il gère plusieurs choses à la fois, ses études des constantes du métier. Alors, à partir de ces 4 pôles, alors le 5e qui est toujours présent et qui est central, celui du savoir, ça fait 5 bien sûr. À partir de là, nous adoptons des postures. J'en viens à la notion de posture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une posture? C'est une configuration à un moment donné, consciente, réfléchie, pas toujours, elle peut être complètement spontanée parce que, comme l'explique ça, aussi bien Piaget que par la suite Bourdieu, c'est-à-dire une configuration qu'on est capable d'adopter, des schèmes-réponses qui sont tout prêts et qui sont pré-réfléchis et qu'on adopte automatiquement face à une situation. Et quand nous sommes en interaction dans une classe avec les élèves, nous convoquons ces schèmes-réponses de façon souvent peu réfléchie, assez instinctive parce que c'est pré-réfléchi. J'espère que je suis assez claire. Et ces postures, on a essayé donc d'examiner comment elles se construisaient par rapport au pôle indiqué. Et là, je vais vous laisser un petit peu réfléchir. Le débutant, on a tous débuté. Le débutant est essentiellement centré sur quel pôle? Le pilotage. Mais oui, bien sûr. Et parfois aussi. Oui, l'atmosphère, pourquoi? Pourquoi? Et puis, souvent, avec l'image du prof, on véhicule, il faut qu'il me respecte, qu'il m'écoute, il ne faut pas qu'il y ait de bazar dans ma classe. Donc, un débutant est forcément très centré sur pilotage et atmosphère. Mais vous oubliez le pôle central. C'est aussi, il faut qu'ils apprennent. Donc, des savoirs, il en faut. Et il faut qu'ils soient clairs et qu'il y en ait beaucoup. Et donc, c'est les 3 pôles, savoir, pilotage et atmosphère, sont ceux qui occupent tout le paysage. Et ça, alors, après on va nommer ces postures, mais c'est très fort. Et ça peut rester très fort toute la carrière. Je respecte le pilotage, je respecte le timing. D'ailleurs, est-ce que moi je le respecte, madame la gardienne du temps? C'est bien, merci. L'atmosphère, il faut pas que ce soit le bazar. Et puis, des savoirs, je suis là pour leur apprendre des choses, je sais des tas de choses, et je suis là pour leur transmettre. C'est quand même pour ça que je suis rentrée dans l'enseignement, c'est pour transmettre. Voilà. Et du coup, les 2 autres pôles clignotent en rouge, je ne les ai pas mis en rouge, mais clignotent en rouge sur les 2 autres pôles qui peuvent être complètement absents. C'est-à-dire que tissage, ça je vous l'ai dit, ça c'est plus délicat parce que c'est pas, on a beaucoup discuté, le travail n'a pas de sens pour les élèves, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. On en a d'ailleurs encore discuté là en aparté avant de démarrer, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants quand même arrivent ici dans une école d'ingénieurs BTP sans au fond vraiment avoir un projet bien clair. La question du sens, elle est vraiment importante. Mais on le sait, mais on ne la prend pas en compte. Donc, que peut-on faire? Beaucoup, en général, on fait peu.
toutes les observations vont en ce sens. Mais l'étayage, que puis-je faire pour les aider? Et éventuellement, eh bien, comme la maman ou le papa qui passe à côté du berceau sans rien faire, on ne fait rien et à ce moment-là, on est complètement dans le sous-étayage. Alors, on essaie de nommer ces postures. Centration excessive sur les savoirs, je ne pense qu'à ce que je veux transmettre. Ça, c'est la posture la plus répandue dans l'enseignement de l'école primaire à l'université, et c'est ce que je suis en train de faire quand même. C'est-à-dire, j'ai des contenus, j'ai très peu de temps, et donc, allons-y, je m'occupe des contenus. Cette posture-là, c'est la posture d'enseignement. C'est la posture la plus traditionnelle qui soit, c'est la plus répandue. J'ai des savoirs à transmettre, je m'occupe de ça, et uniquement, en tout cas, essentiellement de ça, et c'est ce qu'on appelle la posture transmissive, magistrale, c'est la posture du conférencier, c'est ce que je suis en train de faire. Elle est indéboulonnable, celle-là. Elle est la plus répandue. Bon, alors, ensuite, donc la question du savoir, elle est toujours présente. Mais si en plus de ça, je suis centrée sur le pilotage, dans 1 minute, j'arrête de parler de ça, ils auront fini ce que je leur ai demandé, ou pas, ils auront compris ou pas, mais de toute façon, dans 1 minute, je passe à la question suivante. Cette centration sur le pilotage, alors nous on l'a nommé posture de contrôle, c'est-à-dire que je suis aux manettes et je dirige tout. Alors, ils suivent pas, ils ont compris, ils n'ont pas compris, ça c'est pas grave, parce que moi au moins à la fin du cours, j'aurais fini ce que j'avais prévu de faire. Et à la fin de l'année, j'aurais fini le programme. Ça vous parle? Oui? Oui? Bon. Alors, ensuite, on est sur 3 postures contre-productives sur l'étayage. C'est-à-dire un étayage, donc je suis sur le pôle étayage, aide, et cette fois-ci, on a 3 cas de figure délétères quand même. C'est la posture de surétayage. Ça, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Il pleure, il veut son doudou. Je lui donne. Posture de surétayage. On n'apprend rien, on le sait, mais on n'aura pas perturbé. Alors, le corrélat, ce qu'on appelle le contre-étayage est plus complexe, moins fréquent, mais très fréquent quand même. C'est que j'écrase mes élèves, mes étudiants, d'une masse d'informations dans tous les sens, des aides, des références, je reformule des questions, j'enchaîne les questions, ils n'ont pas répondu à la première que je suis déjà sur la suivante, et je me préoccupe de l'aide, parce que je leur dis, ben, vous devriez lire ceci, et reprendre ton document, et fait ceci, fait cela, sauf que ce brouillage, et ce qu'on appelle le contre-étayage, c'est qu'avec trop d'informations, on empêche d'apprendre. Et ça, c'est redoutable. C'est redoutable parce que souvent, c'est source de malaise, parce que le professeur qui fait ça, souvent, il est débordant de bonne volonté. Donc, il y a quelque chose de violent pour lui à vivre, une situation inefficace, non efficiente, c'est la situation de contre-étayage. Et puis, l'autre situation que vous avez évoquée, c'est la situation de sous-étayage. Je ne fais rien, je ne les aide pas. Alors, ensuite, j'en arrive à la posture d'accompagnement. Vous l'avez évoqué, monsieur, tout à l'heure, c'est celle qui prend du temps, puisque ça consiste à rapprocher l'objet du savoir, le rendre accessible, juste mais pas trop près, pas trop loin, et ensuite d'aider, mais c'est juste ce qu'il ne sait pas faire, du genre, je reprends toujours la métaphore des les enfants, parce que ça parle à tout le monde là, et c'est que si le matin les enfants, on prépare les enfants, il sait mettre ses chaussettes, mais ça va prendre un temps fou. Donc je lui mets les chaussettes, je lui mets ses chaussettes, parce que sinon, il sait le faire, mais ça prend tellement de temps. Quand va-t-il réussir à avoir automatisé le geste de mettre les chaussettes? Ben, il va mettre du temps si on ne lui donne pas l'occasion de s'entraîner.
Donc, cette posture qui s'ajuste aux besoins de l'élève, et évidemment, vous sentez bien que c'est une posture que je valorise et qui représente notre métier de façon idéale. Elle est sans aucun doute difficile, mais c'est sans aucun doute une posture efficiente. Alors, on pourra rediscuter. Il me reste combien de temps, Madame la gardienne du temps? 20 minutes. Oh, ça va. 20 minutes, questions comprises. Ah, avec les questions? Non, sans. Vous avez 20 minutes encore. Vous êtes... Oh, mais alors... Non, non, je crois que... Oui. Bon. Donc, posture d'accompagnement, donc celle-là mérite qu'on en discute. Et puis, alors une autre posture que vous connaissez, c'est la posture de lâcher prise. C'est-à-dire que, effectivement, lâcher prise du professeur. Vous allez les laisser se débrouiller. Et là, ça va vous parler parce que ça correspond bien à une situation fréquente ici dans une école d'ingénieurs. C'est qu'il y a des moments où les étudiants se débrouillent tout seuls, ils ont un projet. Alors, certes, l'enseignant lâche prise, mais donc il ne s'occupe pas des élèves, mais si il n'y a aucun autre dispositif en place, on est dans le sous-étayage. Comment vont-ils apprendre? Donc, dans cette posture de lâcher prise, cela suppose qu'on ait imaginé des situations qui vont permettre à l'élève d'apprendre. Et c'est tout le principe du travail de groupe, c'est-à-dire du travail de groupe autonome, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le professeur s'appuie sur l'aide entre pairs. Et ça, c'est une situation aussi extrêmement intéressante et vous avez certainement beaucoup d'expérience de ça parce que vos étudiants font du travail en projet, en groupe, de façon autonome. Et ça mérite je laisse ça, j'ouvre pour qu'on en discute. Alors, j'insiste parce que la posture du lâcher-prise, elle est parfois comprise comme, bon, ben voilà, il se débrouille tout seul. C'est pas tout à fait ça. Hein. Il y a ce qu'on a fait. Alors, ce sont les principales postures de l'enseignant. À quoi ça sert? Ça sert, alors, c'est pas pour dire, oh, il faut toujours être dans la posture d'enseignement. Toutes ces postures sont importantes et on en a besoin. On en a besoin quand on enseigne. Sauf que le problème, peut-être que j'ai quand même déjà envie d'ouvrir le débat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de posture condamnable. Ou alors, on en discute tout à l'heure, mais enfin, on en a besoin. Il y a des moments où on a besoin d'être en posture d'enseignement et d'expliquer, c'est absolument indispensable. On a aussi besoin, parfois, de faire un guidage serré, etc. Toutes sont légitimes. Le problème, est-ce que vous voyez le problème pour percevoir votre expérience d'enseignement, l'expérience que vous avez des collègues, vous êtes ici aussi des gens qui se préoccupent de formation. Le problème n'est pas de dire telle posture n'est pas bien, c'est quoi? Alors, que ce soit difficile, et en particulier la posture d'accompagnement avec des effectifs importants, bien évident, et ça, on va en parler après. Là, en particulier aussi dans l'atelier tout à l'heure, c'était pour examiner comment on peut faire, mais l'idée, et ce qu'on a montré aussi par ces travaux de recherche, c'est que le problème, c'est l'enseignant qui est figé sur une ou deux postures. Et un enseignant figé sur une ou deux postures, ce sont en général les deux premières. Et ça, c'est... Alors après, on n'est pas là pour dire « Oh, les vilains enseignants ». Non, c'est qu'en général, quand on débute, on est sur les deux premières postures. Et qu'il faut du temps pour en bouger et comprendre l'intérêt des autres postures. Voilà. Et ensuite, alors, parce que être toujours en lâcher prise sans jamais avoir des moments d'institutionnalisation des savoirs, c'est aussi délétère. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire « il faut faire ça ». Je vous propose un outil pour essayer de voir comment vous vous positionnez. C'est-à-dire un outil qui permet de réfléchir en formation,
comment je peux aider l'enseignant, si je suis formateur, comment je peux aider l'enseignant, quels conseils, en observant son cours, ben, je peux peut-être lui dire, ben, peut-être qu'à ce moment-là, changer de question. Et le mot, c'est, il n'y a pas, l'idée, c'est la flexibilité des postures, c'est-à-dire circuler sur toutes ces postures au sein d'un même cours. Le danger, c'est la non-adaptabilité. Et pour quand même quelqu'un qui serait toujours en posture d'accompagnement, c'est également, ça pose problème. Je reviens sur la nécessité de d'énoncer clairement les savoirs. Donc, l'idée, et ce qu'on a montré, c'est qu'une clé de la réussite dans le métier d'enseignant, c'était de pouvoir consciemment circuler au sein de ces différentes postures et de construire un rythme de cours justement en changeant de posture. Alors, ça fera écho sans doute aussi parce qu'il y a aussi un seuil attentionnel, c'est-à-dire qu'écouter quelqu'un qui est comme moi en train de parler, c'est vraiment combien il me reste 5 minutes. Bon. Donc, là, ce que je dis, c'est flexibilité des postures. Et je dis ensuite un outil dont on s'empare pour se dire, tiens, et moi, là, comment je me situe? Et je fais en 5 minutes la corrélation avec les postures d'apprentissage des élèves. Oui, voilà. Alors, les postures d'apprentissage des élèves, parce que les élèves aussi ont des configurations. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que la posture des élèves est corrélée, attention, je n'ai pas dit que c'était la conséquence, elle est corrélée aux postures adoptées par l'enseignant. Donc, attendez, j'ai fait une bêtise là. Ça, c'est le pilotage, défaillance du pilotage, vous voyez. Gérer l'outil en même temps, voilà. Les postures d'apprentissage des élèves. Alors, vite fait, parce que c'est notre propos. La posture scolaire ou de conformité, vous la connaissez parce qu'elle perdure à l'université. C'est l'élève extrêmement soumis, docile, qui fait ce qu'on lui demande sans autre projet, qui exécute docilement les tâches, etc., qui a besoin d'être en règle, de faire ce qu'on lui demande, qui est complètement dépendant au professeur, à la tâche. Il remplit le contrat, point. Vous le connaissez, c'est un profil redoutable. C'est l'élève qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts et au bout du compte, peu de résultats. Autre posture d'élève, c'est la posture première, c'est celui qui fonce dans l'action. À peine la consigne donnée, le travail, ça y est, c'est déjà lancé, voire plié, et ça donne du travail brut de décoffrage, si je peux me permettre la métaphore. Ça peut être intéressant, mais c'est souvent quand même beaucoup de bruit, beaucoup d'énergie pour un résultat faible. La posture dogmatique, c'est l'élève qui, de toute façon, lui, il sait, parce que de toute façon, ses parents, ils sont dans le métier, alors il ne faudrait quand même pas lui en raconter. Il sait déjà, et voilà. Alors, hein, vous, le prof, voilà, elle est mineure, mais vous avez en général dans une classe un ou deux, comme ça. Oui, peut-être plus. En tout cas, ils existent. Bon, ça vous parle? La posture réflexive, alors évidemment, alors celui-là, ah ben lui, il réfléchit, il est en posture méta, comme on dit, etc. Il réfléchit, il sait ce qu'il a appris, etc. La posture ludique, elle existe aussi, elle est mineure, mais elle existe, c'est celui qui veut toujours faire différemment. Lui, il a toujours une autre idée, une autre façon de faire les choses. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que c'est créatif. Ça peut être quand même parfois un peu dérangeant dans une classe. Et puis, celle-là, j'espère que vous ne l'avez pas beaucoup, c'est la posture de refus. On la rencontre énormément au lycée. L'espoir, quand on est prof de lycée, c'est que ça va s'arranger après. Là, on en parlera. Alors, ces postures, je vais très vite. Le point préoccupant, c'est que ces postures sont corrélées aux postures des profs. Et en particulier, là, cette posture scolaire que vous connaissez, quand je dis que vous connaissez, parce que je pense que ça vous parle, l'élève qui travaille beaucoup
pas beaucoup de résultats. Ça, c'est une réalité. Eh bien, à votre avis, c'est corrélé à quel genre de posture de prof? Oui. Bah oui, bah oui. Vos transmissif et contrôle, tout top. Vous devez faire ça, toc. Donc, ça se déroule. Et à la fin du cours, on a fait tout ce que le prof a dit, mais on n'a pas forcément réfléchi. Et là, voilà. Donc, on a une configuration délétère qui est la configuration posture transmissive, posture de contrôle du prof, qui aboutit à la posture scolaire. Et ça, c'est préoccupant, c'est qu'on fabrique le système. Alors, ça, là aussi, je vais vite, je dois avoir encore 2 minutes, c'est ça? Et donc, voilà, donc ça ne dit pas, c'est une corrélation, hein, donc ça, c'est pas un système de cause à effet, pas du tout. Mais en vérité, si on veut que les élèves se déplacent d'une posture non productive comme la posture scolaire, eh bien, ça suppose aussi que l'enseignant se déplace aussi de sa posture. C'est-à-dire que là, on a un lien et il faut le travailler, le réfléchir pour ajuster sa propre posture, parce qu'après tout, nous sommes les éducateurs. J'en reste là parce que j'ai posé pilotage. Ça va, madame? Vous avez bien senti que j'avais du mal. Ben oui, parce que moi, j'aime... Voilà, parce que moi, si j'ai une posture que j'aime, c'est la posture d'accompagnement, donc ça ne va pas bien avec la posture de conférencier. Donc, heureusement, il nous reste 20 minutes pour discuter, c'est-à-dire que là, j'ai essayé à grands traits de vous présenter un schéma pour vous réfléchir, vous, c'est-à-dire, et moi, où suis-je, et qu'est-ce que je peux faire, et qu'est-ce que je peux faire bouger sans violence. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une révolution, mais de se dire, ah ben peut-être que je pourrais un peu plus de ceci ou un peu moins de cela. Des questions, c'est à vous. Hervé, est-ce que vous voulez le micro ou... Non, ça va aller, enfin, je pense. Allez-y. Vous évoquez dans votre dernier schéma la posture de l'enseignant, la posture magicien. Ah, j'ai évoqué, j'ai zappé, vous voyez. La question porte sur la dernière posture qui est la posture du magicien. Obsédé par le pilotage, et j'ai zappé la posture du magicien, qui est une posture à la marge, mais extrêmement utile, qui consiste à surprendre, à sortir des routines. C'est, alors, très modestement, si j'avais eu le temps, j'aurais passé davantage de temps sur Garouste, mais ce serait de commencer une conférence sur ce que j'ai essayé de faire en mettant un tableau de Garouste que vous n'attendiez pas, si vous voulez. Maintenant, j'ai passé très vite. Mais ça peut être, c'est introduire, surtout en début de cours, une situation surprise, sortir des routines, c'est vraiment oser. Alors, j'ai vu des choses, je ne sais pas si je peux dévoiler, mais j'ai vu que justement, il se préparait pour demain des choses qui vont dans ce sens autour du jeu sérieux. C'est-à-dire, je peux citer là ce jeu à réalité virtuelle sur la fabrication du béton avec le plus faible impact environnemental. Bon. Ah ben oui, alors je vous renvoie à classe, c'est demain au milieu de journée. C'est demain le forum de 10h30 à midi. Alors voilà une idée, ça c'est de la posture ludique, c'est-à-dire qu'on va surprendre les étudiants, mais derrière ça, il y a du sérieux, il y a des savoirs théoriques extrêmement solides, extrêmement sérieux. Et ça, alors, on ne peut pas toujours être comme ça, mais c'est très précieux. C'est un jeu de rôle, hein, là, ce que je décris, et j'ai vu qu'il y avait un autre jeu, genre escape game, c'est-à-dire surprendre, mais on est sur le jeu sérieux, on n'est pas en train de s'amuser, non. On travaille des concepts. Si on reprend la métaphore des parents et de l'enfant, c'est les parents qui, au lieu d'aller chercher le doudou, vont faire un numéro de claquette, quoi. Oui, c'est ça. Et Oui. Pardon? Ah oui, là, ça sent le vécu. Oui, c'est-à-dire jouer avec la situation. Alors, c'est forcément mineur, d'ailleurs, d'où
mon acte manqué en le faisant disparaître, mais c'est extrêmement précieux, en particulier au moment où vous sentez que la classe patine, qu'il y a une faible, que l'engouement de début d'année est passé, il y a un moment de creux. Allez, on imagine une situation pour réveiller tout le monde. Voilà, sur la posture ludique. Jeu sérieux. Des questions? Allez. Une question qui est, vous avez dit, mais c'est pour aller plus loin, pour développer. Est-ce que ces processus que vous avez citées peuvent se transmettre, peuvent se traduire plutôt en méthode pédagogique par rapport à la cible qu'on a en face? C'était dans l'apprentissage, c'est pas le même style que si on... C'est-à-dire que là, vous vous posez des questions de mise en œuvre. Voilà. Comment concrètement, comment fait-on? Alors là, évidemment, d'habitude, quand je présente ce genre de choses, je m'appuie toujours sur des vidéos. Et là, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je n'avais pas de vidéos suffisamment contextualisées. J'ai tout un stock de vidéos, mais pas correspondant là quand même à votre situation. Donc, mais effectivement, comment concrètement réalise-toi. Alors là, il y a toute une palette et c'est quand même une belle partie du métier, c'est justement d'utiliser notre créativité. Mais ça passe quand même par des invariants qu'on peut peut-être repérer. Il y a des choses extrêmement visibles de deux points de vue. Alors, d'abord, selon qu'on utilise l'outil que je viens de présenter pour dire, bah, et moi, est-ce que je suis du genre enseignant dans le contrôle? Alors, est-ce que je suis complètement dans le contrôle ou trop dans le contrôle, etc. Donc, c'est bien d'oser se le dire. Et qu'est-ce que je peux faire pour déverrouiller cela? C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va être, pour le coup, dans un ajustement personnel. C'est-à-dire de partir d'une situation et de voir jusqu'où je peux aller sans me mettre en danger. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire ah, il y a un modèle d'enseignement. Non, on travaille avec notre personnalité. Donc, à chacun d'inventer. Mais il y a quand même des images. Par exemple, là, l'image très statique que j'ai immobile derrière mon écran et vous, immobile devant moi, c'est typiquement, moi j'entre dans une classe, si je vois ça, j'ai à peine besoin d'écouter le prof pour savoir qu'il est en posture transmissive. Voilà. Ça. Donc, si on veut se dire, oh, je suis peut-être trop souvent, si vous vous dites, ben moi, un cours, c'est assis, et les étudiants assis, etc., eh ben, on peut y réfléchir. Et si je bougeais, et s'il bougeait, c'est-à-dire prendre une variable très visible, parce que ça va déjà changer les choses. Mais c'est à chacun de voir. Je vais à la louche, mais je vous renvoie peut-être à l'atelier où on peut, tout à l'heure, un atelier dans lequel on pourrait prendre des situations de classe à vous, du vécu, pour travailler et voir les possibles. Après, il faudrait beaucoup plus de temps et vraiment, j'insiste sur l'intérêt des vidéos. Alors, un grand moyen, se filmer soi-même, oser se filmer soi-même, oser faire ce que font tous les sportifs. Ils se filment ou on les filme et après, ils osent se regarder et se dire « Oh, j'ai fait ça !» sans que ça bouleverse leur vie, leur ego qui se... Voilà, c'est l'aspect professionnel. Ah ben oui, on a fait ça. C'était pas bon. Ah ben oui. Et du coup, très tranquillement, on réfléchit, on prépare un autre schéma d'action pour faire différemment. Et on se déplace tranquillement. Je pratique beaucoup la vidéo en formation, c'est succès garanti. Mais il ne faut pas que ce soit une violence. J'insiste, pas de violence. Mais on peut filmer les élèves. Si on n'a pas envie de se filmer, on filme les élèves, c'est très intéressant. S'ils sont d'accord, bien sûr, c'est très intéressant parce que ça dit autant sur ce qu'on fait. Voilà, une grande piste pour l'auto-formation, si vous voulez. D'autres, mais peut-être que d'autres parts. Le temps d'une question. Ah bon, il reste juste, c'est trop vite.
Il y avait, tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez formatrice de formateurs. À quoi ça ressemble une formation de formateur avec Daniel Alexandre? Ah ben, vraiment, moi, mon outil privilégié, c'est l'analyse de vidéos. C'est-à-dire qu'on part de la vraie vie, on ne prend surtout pas une vidéo exceptionnelle où on a prévenu tout le monde, vous savez, attention, on va filmer là. Non, on prend les vidéos filmées avec le portable dans la vraie vie et un moment de classe, et là, on analyse avec bienveillance, très important, parce que j'insiste, c'est pas dire il y a un modèle, non, c'est voilà comment je fais. Et tiens, mais ça, je pourrais changer. C'est-à-dire ce petit déplacement, cette politique des petits pas, qui va permettre d'évoluer sans se mettre en danger. C'est quand même un métier qui demande beaucoup de notre personne. Donc, il ne s'agit pas de la personne, mais du professionnel qui se regarde comme notre sportif qui se dit « Ah, là, je peux modifier ce geste ». Oui, donc principalement, on fait beaucoup ça. Et donc, il n'y a pas de révolution, mais des évolutions. Et je vous le recommande parce que ce n'est pas compliqué de mettre ça en place pour soi, prendre vraiment le portable et se filmer, regarder et de réfléchir. C'est mieux si on est à plusieurs. Deuxième élément, bah oui, à plusieurs, on pense mieux, on ose, on a davantage d'idées. Tiens, alors je pense en particulier au moment de crise, mais je renvoie aussi à l'atelier, c'est-à-dire qu'on vit tous en classe des moments imprévus qui nous déstabilisent et on est bien obligé de réagir sur le vif. Pernoud a écrit un ouvrage, Philippe Pernoud a écrit un ouvrage, c'est « Enseigner dans l'urgence et dans l'incertitude ». Et j'aime beaucoup ce titre parce qu'il dit beaucoup de notre métier, même si on a tout cadré, contrôlé et qu'on a un pilotage, il se produit toujours des choses qu'on n'avait pas prévues et on est toujours obligé de réagir dans l'instant. Donc, prendre ce temps de recul, avoir un espace pour se poser, regarder, réfléchir à ce qu'on a fait et se dire, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et pas dire, j'ai bien fait, j'ai mal fait. Non. Est-ce que je pouvais faire autrement? Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure dans l'atelier. Oui, et bien justement, superbe transition, c'est Daniel. tout. C'est le moment de parler des ateliers, on peut applaudir, remercier. Je vous laisse gérer. Oui, je vais gérer ici, j'espère. Oui, et donc c'est là où vous avez beaucoup de chance puisque Daniel reste avec nous pour. Alors c'est là. On va faire l'inscription dans les ateliers. Donc, je vais présenter tous les ateliers et ensuite je vous. Donc Daniel reste avec nous pour un atelier. Les ateliers, ça commence à 16h15. On aura une petite pause juste après la conférence de Jean-Luc de 16h à 16h15 pour boire un café. Ensuite, 16h15, début des ateliers jusqu'à 17h15. Les ateliers, non, d'accord, évidemment, ça me disais bien qu'il y avait un peu qui n'allait pas. Voilà. C'est vraiment un métier à torticolis, le métier d'enseignant. Ok. La liste des ateliers, il va falloir vous inscrire dans un de ces ateliers. Vous voyez les thématiques qui s'affichent à l'écran. Donc, retrouvez Daniel Alexandre sans vidéo en live avec vos questions, vos interrogations et peut-être vos réactions à ce qui a été dit ici. On parle de management visuel en salle 102 avec Stéphanie Deroubet du Club Agile qui nous est gracieusement prêté par My Digital School aujourd'hui. On a des jeux agiles avec Émilie Sulmon en salle 103. On parle d'IA, ça c'est seulement pour les gens qui sont à distance, c'est seulement en visio, sauf si vous avez la possibilité de suivre cet atelier depuis cette salle. Qu'est-ce qu'on aura? On aura les pédagogies actives en salle 06 avec Delphine Bunel de Figure de Skills et un atelier où on parlera de Escape Game avec Adeline, Eric et Sabrina de l'école de management de Normandie. Ce sera au fond du couloir.
Vous avez le programme là, juste en haut de l'amphi. Il y a des fiches sur lesquelles vous êtes peut-être déjà inscrit, peut-être pas encore inscrit. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous lever le temps que Jean-Luc se mette en place et à mettre votre nom dans sur une de ces fiches. Question? Oui. Les sujets sont intéressants. Oui, c'est le problème. Choisir, c'est renoncer. Est-ce que c'est possible d'avoir des retranscriptions ou... Il n'y a qu'un seul atelier qui sera enregistré, c'est l'atelier qui est en visio. Voilà. Choisir, c'est renoncer. Voilà. Sauf si choisir, c'est choisir, parce que renoncer, c'est comme renoncer, alors que choisir, c'est plutôt comme choisir. Non, choisir, c'est renoncer, peut-être aussi. L'anatomie de chute, il y a un très beau passage sur choisir et décider. D'accord. Anatomie d'une Il faut chute. décider. Il ne faut pas choisir, il faut décider. Ah. C'est le conseil film ou lecture Il y a de un Daniel? passage magnifique à la fin du film, choisir et décider. Donc il faut décider.